Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député réélu pour la majorité présidentielle dans la 11e circonscription. Alors pour vous, le deuxième tour, ça s'est passé assez facilement. Vous avez été réélu avec un peu plus de 64% des voix. Par contre, la soirée électorale a été moins joyeuse pour votre camp. Comment expliquer un peu finalement cette déroute pour la majorité présidentielle ? Je ne sais pas si on peut parler de déroute. Ce qui est certain, c'est que nous n'avons pas obtenu une majorité dite absolue, donc une majorité relative. Nous restons quand même donc, le groupe le plus important à l'Assemblée nationale, avec environ 250 de parlementaires aujourd'hui. Donc oui, c'est pas le résultat escompté. Les Français ont réélu le président de la République, ont placé son projet en tête du premier tour de la présidentielle. Il a ensuite été réélu au second tour. Et là, nous sommes en tête, je dirais, de l'élection législative, mais manifestement, nous n'avons pas de majorité absolue. Donc, c'est un échec relatif. C'est quand même une première dans la Ve République que les Français ne donnent pas une majorité au président qu'ils viennent d'élire. Est-ce que c'est la responsabilité avant tout d'Emmanuel Macron qui a donné l'impression un peu d'enjamber les campagnes électorales, d'ailleurs la présidentielle comme la législative? Est-ce que c'est sa faute finalement? Il n'a pas fait campagne et il n'a pas de majorité. Alors, vous remarquez que vous parlez d'une première. Ce qui est aussi une première, c'est la réélection d'un président de la République dans la Ve République. Hors période de cohabitation, aucun président n'avait été réélu. C'est la première fois qu'un président est réélu. Donc maintenant, les Français ont envoyé un signal, je dirais, en disant, écoutez, votre projet et la majorité qu'on lui donne, elle existe, mais elle est relative. Et donc, quelque part, les Français nous demandent de chercher à construire une majorité peut-être si ce n'est pas de la coalition, en tout cas c'est de la concertation, de manière à élargir la majorité et pour aller vers l'intérêt général. La boussole doit être l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'essayer justement de trouver une solution de sortie pour avoir une majorité, pour pouvoir répondre aux urgences du pays. Parce qu'il n'y a quand même pas de fatalité, en tout cas je n'y crois pas, mais il faut quand même apporter des réponses très claires et rapidement à la question du pouvoir d'achat, à la question du système de santé, à l'accélération de la transition écologique. Et tout ceci nécessite d'avoir bien une majorité de travail et un peu de stabilité politique à la tête du pays. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même dans le choix d'Elisabeth Borne? On a une première ministre qui manifestement n'a pas convaincu, qui a été assez peu active dans toute cette période entre la présidentielle et la législative, où on a eu l'impression que le gouvernement faisait du surplace. Alors, il y a eu une période donc, de mise en place du gouvernement, du nouveau gouvernement. Elisabeth Borne avait aussi la campagne législative à conduire, y compris dans sa circonscription, avec une règle très Elle peut rester Premier ministre aujourd'hui ? Aujourd'hui, en tout cas, ça c'est une décision qui relève du président de la République. Il ne faudra pas échapper que c'est le président de la République qui décide. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où un ministre ça peut être l'Assemblée en cas de vote de motion de censure. À partir du moment où un ministre, Premier ministre, donc, a été élu en tant que député, et on ne s'applique pas la règle inverse qui consistait à dire que s'il était perdant aux élections législatives, il partait du gouvernement. Elisabeth Borne, rappelons-le, malgré tout, a été élue. Donc députée ce dimanche. Donc du coup, il n'y a aucune raison pour qu'elle parte. Maintenant, c'est une décision qui relève du président de la République et uniquement du président de la République. Donc c'est à lui à juger de la situation. Alors, le président s'est exprimé hier soir. C'est un peu en écho du discours qu'il a eu entre les deux tours, ce fameux discours avec une une image d'avion derrière lui, où il dit un peu c'est moi ou le chaos, aucune voix ne doit manquer à la République, et puis avant de partir en Ukraine. Là, hier soir, c'était bon, je m'apprête à partir, pour régler des questions européennes. Les partis, rassemblez-vous, trouvez-vous une solution pour trouver une majorité d'ici mon retour. Alors, il n'a jamais dit, si vous reprenez à la lettre ce qu'a dit le président de la République hier soir, il n'a jamais dit « trouvez-moi une majorité d'ici mon retour ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un ultimatum, ce n'est pas une date de fin, les 2 jours. Il a simplement évoqué qu'il avait rencontré donc, les différentes forces politiques et les responsables des formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Il a fait le point de la situation avec eux et il leur dit maintenant « j'ouvre une période », au contraire, quand il revient, comme il dit du Conseil européen, c'est « j'ouvre une période » où il serait utile que nous puissions construire. Et je vous demande de me dire ce que vous êtes capable de venir, ou ce que vous souhaitez venir construire avec nous, c'est-à-dire avec la majorité relative qui a été élue, donc dimanche, pour pouvoir gérer les affaires du pays et donc mettre en œuvre au plus vite
des réformes importantes pour ce pays, et notamment répondre en matière de pouvoir d'achat, en matière de santé, en matière d'accélération de la transition écologique. Il y a des urgences en matière de justice, en matière d'éducation. Et donc, je crois qu'au contraire, il a ouvert une période de discussion. Il n'a surtout pas mis un ultimatum. Si vous regardez bien ses propos, c'est pas je vous dis que dans 48 heures, il faut m'avoir répondu. C'est simplement, quand je reviens, on commence à construire et dites-moi jusqu'où vous êtes prêt à aller pour venir travailler avec nous. Il donne surtout l'impression qu'il s'intéresse désormais beaucoup plus aux questions internationales. C'est le cas depuis le début de l'année. Du Conseil européen, enfin au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est la période et on est en train de terminer cette période-là. Il y a eu, ça fait des fois qu'il fait un discours à la France juste avant de partir, avec une forme ça ressemble quand même à des intérêts pour les affaires nationales. Je ne crois pas, parce que je ne pense pas. Et puis surtout, il y a eu la guerre. Enfin, il y a la guerre en Ukraine. Il était donc président du Conseil, du Conseil de l'Union européenne. Et la période se termine là, et donc il est un peu normal qu'il passe aussi un temps non négligeable au niveau européen. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a des sujets qui ont fortement avancé donc, pendant cette période-là. Notamment, il a été voté hier, donc, et ça c'est quelque chose que la France a porté, hein, l'idée de mettre en place donc, une taxation au carbone donc, à l'entrée à l'Union européenne. Et donc le principe en a été acté cette semaine. On peut aussi se réjouir des avancées. On peut aussi de temps en temps être positif, optimiste, regarder ce qui a avancé, quels que soient les sujets. Voir aussi le chemin qui reste à parcourir. Et oui, en France, en ce moment, il reste du chemin à parcourir pour trouver une majorité, de la stabilité. N'oublions pas que nos concitoyens ne nous ont pas dit dimanche, dans les urnes, on veut de l'immobilisme. Ils nous ont dit, le projet que l'on place en tête, c'est celui du président de la République. Ils l'ont placé en tête à l'élection présidentielle comme à l'élection législative, où nous avons une majorité relative, mais nous avons le groupe donc de parlementaires le plus important. Mais ils nous demandent maintenant de construire donc une manière de travailler, une coalition, des convergences pour mettre en œuvre des mesures. Parce que s'il ne se passe rien, pour le coup, c'est l'immobilisme. Les Français ne veulent pas d'immobilisme, mais notre société notre pays n'a surtout pas besoin d'immobilisme. Ce qui est difficile à suivre, c'est qu'entre les deux tours législatives, il a fait un discours pour dire aucune voix ne doit manquer à la République. On a compris, c'est que finalement la République, c'était lui, il excluait du champ républicain et la France insoumise et le Rassemblement national. Comment aujourd'hui on travaille avec des parlementaires qu'on a exclus du champ républicain? Alors, il n'y a pas eu, personne n'a exclu qui que ce soit du champ républicain, et puis les députés, quel que soit leur parti politique qui ont été élus, ils sont des députés de plein droit comme tout autre député à l'Assemblée nationale, et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En revanche, sur le plan du programme politique, il semble quand même très difficile de pouvoir construire des convergences avec, d'un côté, les députés du Rassemblement national. Pour moi, le Rassemblement national, ce qu'il porte doit être combattu. Et de l'autre côté, la France insoumise, qui nous répète à longueur de journée que, de toute façon, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait est mal. Je reprends quand même l'idée qu'il n'y a aucun souci du coup avec les députés du Rassemblement national. Effectivement, il n'y a pas eu un mot à leur égard hier dans le discours du président. Donc c'est fini, il n'y a plus de front républicain à opposer au Front national, il n'y a plus de cordon sanitaire à mettre autour de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Quand il y a des élections, ce sont les Français qui décident. Donc les Français ont décidé et il y a eu 89 députés du Rassemblement national qui ont été élus. C'est un fait, c'est acté. Et donc ça, c'est le choix des Français. Donc vous pourrez vous appuyer sur le Front national, sur le Rassemblement national, pour faire passer des propositions de loi. Il ne s'agit pas de dire qu'on s'appuie sur tel ou tel député pour faire passer des propositions de loi. On construit avec des gens qui ont une certaine proximité politique. Ensuite, je vous rappelle que sur n'importe quel texte, n'importe quel amendement, vous ne pouvez pas empêcher un député, quel que soit le groupe auquel il appartient, de le voter. Donc le vote est libre à l'Assemblée nationale. Je me souviens d'un Pierre Mendès France qui décomptait systématiquement les voix d'extrême droite ou les voix du Parti communiste sur ses propositions parce qu'il ne voulait pas avoir une majorité avec eux. C'est autre chose. Après, quand vous avez un vote, et vous avez des votes à scrutin public notamment, vous pouvez voir qui a voté quoi, et après vous pouvez aller leur demander de pourquoi. On a le sentiment que du coup vous réintégrez complètement le Rassemblement national dans le jeu politique traditionnel. Alors moi je ne réintègre rien, je dis simplement que le Rassemblement national, aujourd'hui, ils ont 89 députés qui ont été élus de manière légitime à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas été élus. Comme on ne peut pas dire que le président de la République n'a pas été réélu. J'entends dire parfois, j'ai cru même les 15 jours qui avaient suivi l'élection présidentielle fin avril, on parlait tellement de M. Mélenchon et de ses amis que j'avais l'impression que c'était M. Mélenchon qui avait gagné l'élection présidentielle. Je rappelle que c'est M. Macron qui a gagné l'élection présidentielle. Il n'est pas du tout illégitime, et donc du coup, les parlementaires qui ont été élus dimanche, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent, quelle que soit leur sensibilité politique, ils sont tous légitimes. Ce qu'on entend beaucoup dans la majorité, c'est que vous préféreriez que ce soit le Rassemblement national qui préside
la fameuse commission des finances, parce que ce serait le principal groupe d'opposition, avec des arguments quand même qui interrogent, quand Éric Woerth, ancien président, vient dire que oui, avec LFI, il y a un risque que la France insoumise souhaite faire du contrôle fiscal. Se dire qu'il vaut mieux le Rassemblement national que des insoumis qui pourraient porter atteinte aux intérêts des plus riches de nos concitoyens. Moi, je n'ai pas tenu ces propos. Je ne suis pas le porte-parole du groupe parlementaire auquel j'appartiens. Je dis simplement qu'aujourd'hui, donc, le groupe, si on regarde là, si je regarde de manière très factuelle, la présidence de la Commission des finances revient au groupe parlementaire d'opposition le plus important. Il s'avère que numériquement, à ce stade, le groupe parlementaire d'opposition le plus important, c'est celui du Rassemblement national, puisqu'ils sont 89, alors que la France insoumise est aux alentours de 80. Et qu'ensuite, les Républicains sont à 60 et quelques, etc. Habituellement, la majorité ne se mêle pas de savoir qui va être le président de la Commission des finances. Elle laisse l'opposition c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est 89. Donc, après, aujourd'hui, si on regarde sur la ligne de départ, si je peux exprimer ainsi, les groupes d'opposition, celui qui est le plus important, c'est le groupe du Rassemblement national. Personnellement, je n'ai pas à choisir. Si la NUPES s'entend sur un candidat, il sera majoritaire. Ah, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que s'il y a en effet une NUPES qui s'entend sur un candidat, il peut éventuellement être majoritaire, mais c'est autre chose, puisque ça, c'est une autre manière de faire qui les concerne eux et qui ne nous concerne pas directement. À eux de voir s'ils sont d'accord, s'ils font un seul groupe pour pouvoir revendiquer, ou voilà. Donc ça, c'est eux qui... Concrètement, sur quelles mesures vous pensez que le président peut trouver des majorités? Ce qu'on a entendu hier, c'est que finalement, il remettait son programme, ses propositions sur la table. Il ne proposait pas aux différents partis d'opposition de proposer les leurs. Des idées, des programmes, ça s'enrichit, ça se discute, ça s'amende, ça se refuse. Enfin voilà, donc il y a des discussions autour. Et donc, comme c'est son projet qui est arrivé en tête, et qu'encore une fois, à l'élection présidentielle, je parle du premier tour, ainsi qu'au second, et pareil pour les élections législatives, c'est quand même ce groupe-là qui a le plus de parlementaires. Ça veut dire que c'est autour de ce projet qu'il faut rassembler. Et donc, pour moi, l'urgence, elle est par exemple autour des questions de pouvoir d'achat. Quand on dit qu'il faut revaloriser les retraites en fonction de l'inflation, qu'il faut augmenter le point d'indice des fonctionnaires, c'est ce que nous proposons, je n'imagine pas une seule seconde qu'il n'y ait pas une majorité d'actions qui se dégagent sur ce type de mesures. Je n'imagine pas les députés des groupes d'opposition, quels qu'ils soient, venir s'opposer à la revalorisation des retraites. Comment expliquer à nos concitoyens qu'il y a une inflation de l'ordre de 4 à 5% et que l'on ne va pas aller revaloriser donc, les pensions de retraite? Ce serait totalement incohérent. Donc j'ose espérer que sur ne serait-ce que la question du pouvoir d'achat, on puisse rapidement trouver une solution. Sur le système de santé, s'il faut prendre de nouvelles mesures pour le système de santé, je pense quand même qu'on sort d'une crise sanitaire qui n'est pas complètement terminée, qui est quand même une période délicate. Il me paraîtrait logique et important que l'on puisse travailler dans l'intérêt général de nos concitoyens, à faire en sorte que le système de santé tienne le coup cet été notamment. Donc voilà, ça, on est dans l'urgence. L'accélération de la transition écologique, avec l'accélération, par exemple, de la mise en œuvre des énergies renouvelables. Alors je sais que, par exemple, au Rassemblement national, ils ont fait campagne pendant toute leur campagne, à la fois présidentielle et législative, sur le fait qu'ils voulaient démonter les éoliennes. Madame Le Pen disait qu'elle voulait démonter les éoliennes. Bon, ben, j'imagine qu'il ne faudra peut-être pas qu'on accélère donc, les mesures pour améliorer tout ce que l'on peut faire en matière de photovoltaïque, que puissent s'approprier nos concitoyens, l'agrivoltaïsme par exemple, pareil sur l'éolien, peut-être que ça ne va pas les intéresser, mais moi je pense que c'est nécessaire. Donc voilà, on va le mettre sur la table et il faut travailler, c'est ça. En fait, notre boussole doit être l'intérêt général. Nos concitoyens nous attendent pour avancer sur ces sujets. Je viens de citer la transition écologique, la santé, le pouvoir d'achat, des fondamentaux de notre pays. Ensuite, il y a l'éducation, il y a la justice, il y a énormément de travail là aussi à faire. Et donc, c'est en responsabilité qu'on doit avoir un moyen de trouver donc une stabilité. Les Français ne veulent pas d'immobilisme. Le risque de ne pas trouver de terrain d'entente, c'est d'aller vers de l'immobilisme. Un dernier mot sur la situation locale. Votre circonscription est à cheval sur l'agglomération. Il y a 3 communes qui en font partie, notamment Givors. Qu'est-ce que nous dit le scrutin sur cette échelle métropolitaine? Est-ce que ça affaiblit la majorité écologique en place? Alors, aujourd'hui, si je regarde le cas de ma circonscription, vous dites, donc aujourd'hui, sur la circonscription, le scrutin, il nous dit, moi j'ai un territoire où il y a un tiers des habitants qui sont dans la métropole, donc 2 tiers qui sont à l'extérieur. Le scrutin, il nous dit qu'il veut des députés qui travaillent. Donc voilà, moi je pense avoir été un député qui s'est investi pendant 5 ans. Je vais continuer à le faire. Je vais d'ailleurs créer des assemblées citoyennes.
et je vais travailler aussi bien dans ces assemblées citoyennes en amont du travail législatif que sur des projets locaux structurants. Je pense notamment aux questions des mobilités. Ce que dit Bruno Bernard, c'est qu'il n'y a pas de rejet de leur politique. On constate au moins que les résultats dans l'agglomération leur sont plutôt favorables. Si on regarde sur l'ensemble de la métropole, sauf erreur de ma part, mais vous avez les chiffres en tête vous aussi, sur l'ensemble de la métropole de Lyon, les voix pour la majorité présidentielle, en nombre de voix, sont supérieures à celles pour la NUPES notamment, et la couleur politique, donc, ou le clan politique auquel appartient M. Bruno Bernard. Donc je ne pense pas qu'il faut non plus surinterpréter les résultats dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas non plus de rejet de la majorité présidentielle au niveau de la métropole. Donc la majorité présidentielle et donc des députés de la majorité présidentielle nationale. Donc je crois qu'il ne faut pas surinterpréter ces résultats. Ils ont surtout voté l'autre jour pour des parlementaires. Et on voit bien, que ce soit sur la métropole ou sur l'ensemble du département du Rhône, je rappellerai quand même sur l'ensemble du département du Rhône qu'il y a 14 parlementaires, donc département du Rhône incluant, quand je parle de cette manière-là, donc incluant la métropole. Sur les 14 parlementaires, vous en avez 7 de la majorité présidentielle autour du président Macron. Vous en aviez 12 avant. Non, 11, parce que M. Hubert-Julien Laferrière, je vous rappelle... Il avait été élu. Oui, d'ailleurs, il aurait dû, au passage, démissionner et aller se refaire élire pendant le mandat. Donc ça aurait été, c'est ça, vous voyez, la vraie... Je me mets face au peuple pour dire, voilà, je ne suis plus d'accord avec une ligne politique. Au lieu de changer simplement de groupe, je dis, je souhaite être toujours député, je démissionne, je crée donc une élection, et à ce moment-là, si je suis réélu sur une autre ligne, à ce moment-là, il a une certaine légitimité et d'ailleurs beaucoup plus de respect que de dire c'est trop facile de changer comme ça de camp, tout en ayant été élu avec l'aide d'un camp. Voilà, mais donc nous en avions 11, nous sommes passés à 7. Nous ressortons affaiblis certes, mais 7 sur 14, ça reste à la moitié. 3 pour le Parti des Républicains et 4 pour la NUPES. Donc ce n'est pas non plus une explosion de la NUPES, au niveau en tout cas du Rhône et de la métropole. Jean-Luc Fugit, je vous remercie. Et puis moi je Merci vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.